d'être commenté, mais en même temps mis dans une perspective. L'idée que nous avons eue, c'est de ne pas parler dès le début que des chaises, mais du fait qu'il y a au XXe siècle deux mouvements très importants. C'est qu'après la Première Guerre mondiale, tout le monde attend un nouvel essor du monde. La pensée est utopique. Tout le monde se projette vers l'avenir. Et les futuristes en Italie rêvent de la modernité. Les Russes, Maïakovsky et tous les artistes russes pensent à l'avenir utopique. Et donc, c'est le propre de cet esprit. Les Allemands aussi, c'est assez important de rappeler que la Première Guerre mondiale a débouché en Allemagne pour les peintres sur l'expressionnisme et le drame, la tragédie, mais aussi, surtout, sur l'utopie. Après la Deuxième Guerre mondiale, la situation est complètement différente. Et personne, sauf des anciens défenseurs du marxisme, croient à un avenir, ce qu'on appelle un avenir radieux. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui va s'imposer, et la preuve, c'est les chaises, c'est cette attente. Qu'est-ce que l'histoire peut nous dire? De quoi l'avenir sera-t-il fait? Il y a d'un côté un très grand roman, Le désert des Tartares, de Dino Buzzati, qui raconte justement une attente qui ne débouche jamais sur un événement, mais peut-être que plus que le désert des Tartares qui s'inscrit dans un mouvement général, il y a ces deux grandes pièces dont nous allons parler. Lui, il a mis en scène les deux, En attendant Godot et Les chaises. Les deux pièces sont vraiment ils ne s'aimaient pas beaucoup, Beckett et Ionesco, mais ils ont dit la même chose. Ils ont dit la même chose, que la modernité est faite d'attente, mais ce qui est très frappant, ici aussi dans le texte, d'une attente sans réponse. L'utopie venait du fait qu'il y a une attente, mais cette attente débouche sur un bonheur possible, utopique. Tandis qu'ici, les deux pièces finissent par l'absence de réponse. Dans Godot, il n'y a pas de réponse, mais on attend. Dans Les chaises, on attend. Ce qui est peut-être intéressant, on pourra en parler un peu tout à l'heure, c'est que dans les deux spectacles qu'a monté Gabor Tompa, les messagers, ceux qui ont à dire quelque chose, sont représentés par des outils technologiques modernes. Dans Godot, l'enfant qui arrive, que Godot va revenir, est représenté par quelqu'un sur un écran de télévision, et ici par un robot. Mais ce qui est assez intéressant dans les deux pièces, on pourra revenir là-dessus, c'est que qu'est-ce que ça produit sur le plan théâtral, l'attente? C'est-à-dire comment on l'a produit? Comment on l'a produit? On l'a produit par la répétition. Ce qui est très flagrant dans Les chaises, comme dans Godot, c'est qu'on attend Godot, Godot ne vient pas. De nouveau, demain, on attend Godot, Godot ne vient pas. Ici, c'est la répétition. Il y a toujours ces invités imaginaires qui entrent, qui est une sorte d'assemblée de fantômes, mais on ne voit personne, mais le geste de la répétition est extrêmement important pour dire l'attente. Et ce qui est assez, c'est une petite parenthèse, ces pièces ont produit des effets voisins dans d'autres spectacles. Dans un très grand spectacle de Giorgio Strehler, La Cerisée, vous savez, c'est l'histoire de la vente d'un jardin mythologique, mythique. Les gens attendent le résultat. Et Strehler, comme en citant bien entendu Ionesco, a utilisé des chaises pour dire qu'on attend. Depuis Ionesco, les chaises vides
sont les chaises de l'attente comme ici. Mais la deuxième chose qui m'a frappé en voyant le spectacle, c'est que l'attente se construit par la répétition et deuxièmement par l'usure. Ce qui est magnifique dans le décor de Dragos, dans le spectacle, et en général dans Godot, c'est que tout est usé. C'est qu'au fond, ça se répète, mais ça se répète depuis très très longtemps. Cet espace est un espace vieux, un espace sur lequel est inscrit le passé. Je fais une petite remarque, je trouve que les seaux d'eau, c'est pas génial. Ici, les seaux d'eau viennent directement du magasin, ce qui est un peu spécial dans le spectacle. Mais enfin, c'est un détail. Parce que justement, la cohérence du spectacle vient du fait que ce à quoi nous assistons, c'est l'éternelle répétition. L'éternelle répétition qui produit de l'usure. Donc, l'attente est faite théâtralement de ça, et ça débouche toujours sur l'absence de réponse. Et je crois qu'on pourra revenir après, mais je crois que c'est le symptôme de la deuxième partie du XXe siècle, qui est marquée par ces deux œuvres essentielles qui ont été, et je termine là-dessus, qui ont été reliées par ce thème qui a été contesté à un moment donné. Mais je trouve que c'est tout à fait injuste. C'est sur l'absurde. L'attente, l'absurde, c'est quoi? L'absurde, c'est pas qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. L'absurde, c'est une attente sans nom. On ne sait pas ce qu'on attend. Et je crois que les deux, chacun à sa manière, et Ionesco et Beckett, ont trouvé la forme pour dire l'attente et pour dire l'absurde de la condition humaine qui est obligée de vivre et de finir sans réponse. Peut-être on peut demander à Gabor, qu'est-ce qui ça t'a attiré dans les chaises, et en général, pourquoi tu aimes si souvent revenir à Beckett et à Ionesco? Bonsoir. Oui, dans ce théâtre qui s'appelle le théâtre absurde, mais je pense que c'est pas la mieux définition, Oui. Parce que c'est la vie qui est l'absurde, c'est pas le théâtre. En fait, mais c'est le théâtre qui dit l'absurde du monde. Oui, donc, le théâtre qui comme un miroir de l'absurde. Je pense qu'il s'agit de plusieurs niveaux. C'est l'attente que tu as dit, c'est l'attente d'un miracle, le miracle que nous attendons tous, c'est la fin que nous attendons aussi, c'est le sauveur. Je pense que Beckett et Ionesco sont les dernières dramaturges de 20e siècle qui parlent de cet sauvetage. attends, parce que les acteurs arrivent. Donc Madame, monsieur, Ce qui est extraordinaire maintenant, c'est qu'il n'y a que pour les femmes. Il y a deux artistes. Pardon. On va tous avoir un cadeau à Noël. On est... Merci. donc on reprend, non? Attends 2 minutes. Mais peut-être on peut dire une chose, parce qu'on a parlé avec toi. Voilà, assieds-toi à côté de nous, pas là. Pas là.
Voilà, parce que là, c'est la chaise de Marie-France Ionesco. Oui. Et comme elle n'est pas là, on a dit qu'il vaut mieux garder la chaise vide et on n'a pas le message de Marie-France. Mais non, n'exagérons pas. Non, mais je l'ai Au théâtre, ce qui n'est pas bon, c'est la surcharge. Non, mais comme ça fait, non, oui, ça fait. Laisse la chaise vide. Nous, ça, D'accord. Non, non, parce que ça fait trop mortuaire. Oui. Oui, oui, c'est ça. Donc on continue après cet intermède festif. Donc il s'agit aussi de cette dignité de passé. Il s'agit aussi, il y a un niveau de décomposition, de déconstruction de la langage humain, où les mots qui se répètent, les actions qui se répètent, ils perdent leur sens, oui, et que Ionesco parle de ce vide que interviennent dans les humains dont les relations sont usées et qui devient parfois des morts vivants. C'est pour ça que j'ai cru que les chaises que je monte pour la première fois ici à Luxembourg, c'est une pièce qui parle de cette frontière délicate entre les deux mondes. Le monde du vivant, notre monde, et l'autre monde que nous ne connaissons pas, mais qui, en fait, viendra, parce que mourrons comme on disait dans le gloire, mais c'est comme chez Beckett dans le fin de partie ou en attendant Godot, il n'y a pas de bonnes réponses, mais il y a des questions. Comment on peut passer avec la dignité? S'il y a, qui sommes-nous? Existons-nous? À notre existence une signifiance? Est-ce que notre vie, qu'est-ce que nous pouvons dire de notre vie, comme Vladimir pose la question, Vladimir à la fin, c'était quoi notre vie? C'est que nous avons attendu ici à côté d'un arbre, et Pozzo et Laki sont passés, c'est tout. Mais quelle est la vérité dans ça? Et je pense qu'il n'y a pas de réponse, mais il y a aussi des images, des actions théâtrales avec lesquelles les pièces sont terminées. Par exemple, en attendant Godot, les deux personnages disent on y va, et ils restent. Donc ils restent ensemble. Il y a une solidarité, il y a une fraternité, il y a... dans le même temps, ici, la pièce suggère que les deux vont... donc on a changé un peu ça parce qu'ils commettent des suicides à la fin. Ils se suicident à la fin. Les deux sautent dans l'eau. C'est comme ça. Mais je pense que... moi, je crois qu'il y a un autre monde où on se peut retrouver ensemble quand on nous reste les mémoires qui ne vont lier, même si on a des gens qui ont aimé, des femmes, des amis qu'on a perdus. Il y a trop d'amis qui, dans les dernières années, qui ont parti, même cette année, tout ça. Mais ils restent avec nous dans notre mémoire aussi. D'un autre côté, cette dépersonnalisation et déshumanisation qui se passe avec ce monde de technologie, de digitalisation et tout ça, c'est les machines qui nous remplacent. Je vous donne un exemple. Ma fille, ma plus jeune fille, quand elle a... La seule, parce Non. qu'il a un frère. Oui, mais la petite fille. Ah oui, parce J'ai qu'il a, deux filles. il a une vie un érotique enfant. agitée.
pas 4 fils comme Franck, hein, parce que ça c'est formidable. En fait. Pardon, excuse-moi. Deux filles enfants. La petite fille, quand elle était encore élève, dans le 10e classe, je pense, une amie, une copine est venue visiter et je lui demandais, il fait beau, comment ça fait? Et elle a sorti le téléphone, elle a regardé, c'est nuagé. Non, mais regarde par la fenêtre, c'est le soleil, il fait beau. Non, c'est nuagé. Il a cru mieux qu'est-ce qu'il a vu sur le téléphone que qu'est-ce qu'il a vu avec les propres yeux. Donc ça, c'est notre dépendance, mais aussi notre... Je pense que UNESCO, avec cette mécanisation, si vous voulez, dans la comptatrice chauve aussi, le langage est totalement décomposé. Le langage avec... pas seulement les répétitions, mais avec la contradiction permanente, que toutes les répliques sont la contraire de l'ancienne réplique. C'est pas le cas dans les chaises. Oui, c'est pas le cas dans la chaise, mais toujours, donc la répétition, c'est l'arrivée. On va être invadé par ces objets, mais aussi, je pense, c'est une interprétation possible, que ces gens sont les morts déjà qui viennent nous recevoir dans notre vie. C'est une possibilité. Mais peut-être à propos de ce qu'on a dit, de ce que vous avez vu, la question qui se pose pour deux comédiens, c'est comment trouver l'équilibre entre, dans le spectacle, il y a ça, entre la relation familiale, entre hommes et femmes, et de l'autre côté, l'artifice. Vous avez travaillé beaucoup sur... parce qu'en même temps, ce que je trouve très magnifique dans le spectacle, c'est une relation possible, mais en même temps, c'est pas seulement calligraphique, c'est pas seulement dansé et mécanique. Donc, comment vous avez travaillé sur cette tension qu'on trouve dans UNESCO, dans le texte? Parce qu'il y a 2 jours, il y avait des jeunes élèves qui venaient, puis on a fait un filage, et qui n'était pas bon du tout. Mais pour 1001 raisons, enfin surtout moi, je m'étais mis, parce qu'on cherche, à jouer le vieux qui avait de la difficulté. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire que si tout d'un coup, pour se lever, on fait ça, parce que ce n'est pas le style de la pièce. Et donc on est sans cesse pris, c'est un peu comme si on veut faire un réglage manuel avec un appareil photographique. Si on joue trop tragique, ça devient pénible pour nous et surtout pour le spectateur. Et ce n'est pas le cas de UNESCO. Oui, non, mais c'est-à-dire c'est la farce tragique, et c'est vrai que on est toujours en train de régler, là comme ça, entre l'aspect farcesque et puis ce que ça raconte, parce que je vois bien pourquoi les gens rient autant quand les gens disent « Oh, t'aurais pu être ceci, oh, t'aurais pu être chef, oh, t'aurais pu être chef ». Parce que tout le monde se dit « Ah, t'aurais pu être ceci, j'aurais pu être cela, j'aurais pu... » Donc c'est une espèce de running gag, comme ça au niveau linguistique, et parce qu'il faut que ça touche les gens. Et puis effectivement, c'est un couple. Généralement, tout le monde a eu affaire à un couple, même si on n'est pas en couple, on a eu des parents, ou si on n'a pas eu... Enfin, bref, c'est-à-dire... Et cet après-midi, c'est un peu par hasard, comme ça je lisais, il y avait un des grands critiques anglais qui a amené UNESCO en Angleterre, mais comme on voit bien, comme le décrit UNESCO, il y a des critiques qui ont passé leur temps à le louer, et juste après à le descendre, et par exemple sur le thème de la communicabilité, UNESCO il dit, enfin, bien sûr que ça existe, enfin, bien sûr qu'il y a ça, mais il dit de toute façon, si je croyais complètement
à l'incommunicabilité du langage, je n'écrirai pas. Et il dit, par exemple, il parle des chaises, il dit oui, c'est une tentative, un plaidoyer, pathétique peut-être, en faveur d'une compréhension mutuelle, d'une meilleure compréhension entre les gens. Et j'ai trouvé que c'était assez formidable que ce soit lui qui le dise, et ça m'a guidé, par exemple, pour la représentation de ce soir, en disant, bon d'accord, ce couple, quelqu'un qui est toujours en train de te dire, t'aurais pu faire mieux. Et puis, c'est l'art de deux personnes qui vivent ensemble, c'est deux pays qui vivent ensemble, c'est des communautés qui vivent ensemble, c'est-à-dire où il y a du reproche, mais il y a une nécessité du commun. Parce que je crois que ce que vous jouez tous les deux, c'est que c'est un mélange de farce et de quotidien, de construction physique, ce que fait Wana, un tout petit peu comme une poupée désarticulée, toi un peu hagard comme ça, mais en même temps il y a de l'affection. C'est que justement je trouve que dans le jeu, ce que vous avez trouvé ensemble, c'est cet équilibre pas trop réaliste, mais pas non plus trop artificiel. Donc peut-être continuer à discuter. Je voudrais ajouter, c'est que la structure et la pièce de Beckett et les pièces d'Ionesco, c'est une structure plutôt comme une partition musicale. Donc il n'y a pas de construction linéaire au niveau de narrativité. C'est une mosaïque qui les spectateurs doivent l'assembler à la fin. Parce qu'il ne faut pas se préoccuper que, écoute, est-ce que la narration est comprise, parce qu'il n'y a pas de... C'est pas ça. Mais dans ce sens, ils ont découvert une forme nouvelle. Il y a un livre fameux qui a marqué ma jeunesse, Le théâtre de l'absurde, où Martinez observe quelque chose d'intéressant. C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la conscience de l'absurde, cette Deuxième Guerre mondiale qui détruit l'Europe entière, l'absurde s'impose. Mais il y a des artistes comme Camus en particulier qui pensent, moi la connais parce qu'elle a joué Caligula, Camus découvre la notion de l'absurde, mais pas la forme pour dire l'absurde. Dans Camus, tout le monde dit le monde est absurde, ah qu'est-ce que c'est absurde, tandis que Ionesco et Beckett ont trouvé la forme théâtrale pour que nous, spectateurs, percevions l'absurde. C'est que si eux se mettent à dire « Ah, notre discussion est absurde, oui, c'est absurde », bon, et que justement, ces formes d'écriture, Godot et les chaises, sont des formes interrogatives. Le problème avec Ionesco, c'est que malheureusement, on peut le dire parce que Marie-France n'est pas là, il a découvert avec Les Rhinocéros, qui était un grand succès, il a découvert un porte-parole. On a commencé à savoir ce que Ionesco veut dire quand il a eu un porte-parole. Donc il est tombé en quelque sorte dans les travers de la dramaturgie un peu traditionnelle où on sait où est le bien et le mal, tandis qu'ici on ne sait pas. Dans Godot on ne sait pas. C'est le monde qui est absurde et la pièce nous montre ça. Et donc je voulais parler poser la question à Dragos pour la scénographie. Cette image que tu proposes, c'est une image qui est, comme leur jeu, à la fois concrète et artificielle. C'est comme une cathédrale pleine de trous, une cathédrale où les chaises arrivent du plafond, à droite. Il y a une très belle scène quand la chaise perce le mur. Donc, mais en même temps, tout a l'air, donc ce que je disais tout à l'heure, d'un espace quotidien qui a été fréquemment utilisé, usagé en quelque sorte par les deux. Donc, pourquoi cette dimension un peu cosmique? Moi, Gabor m'a envoyé la photo, je me suis dit, c'est fou, c'est une sorte de cathédrale de l'absurde, pas l'espace quotidien.
Vrei să-ți traduc eu? Da, spune în românește și traduc eu. Bună seara! Bonsoir, ça vous avec vous. Bonsoir, madame, mademoiselle. Non, non, non. De obicei, eu sunt un om de echipă și întotdeauna pornesc gândul meu, se duce instantaneu din text, cumva în nevoile regizorului. D'habitude, je participe à une équipe et mes idées, à partir du texte, sont nourries par les besoins du metteur en scène. Întotdeauna încerc să provoc regizorul, încerc să-i ofer spații care sunt vii, cumva. Sunt vii. Oui, j'essaie de provoquer le metteur en scène et de lui proposer des espaces qui sont vivants. Acest spațiu este, am putea spune, un spațiu unic, sigur, și că nimic nu s-ar mai putea întâmpla. Dar acest spațiu tot timpul respiră în funcție de la comanda textului și în funcție de nevoile regizorului. L'espace qu'il propose, c'est un espace unique, mais c'est un espace qui respire et qui répond aux besoins du metteur en scène que du texte. El este compus din elemente realiste. Il est composé d'éléments réalistes. Care, sigur că fiecare element luat în parte are o poveste. Sunt obiecte care au trăit în alte dimensiuni. Chaque élément, le spectacle est créé sur la base d'éléments réalistes, mais chaque élément a une autre histoire, chaque chaise a vécu dans un autre contexte. Provin din zone geografice diferite, din zone culturale diferite, sunt stiluri diferite. Ces chaises viennent des espaces culturels différents, des zones culturelles différentes, et ils ont des histoires différentes. Ce este important pentru mine este în momentul în care deturnez un obiect, pentru că de fapt îi schimbi viața aducându-l pe scenă. Ce qui est important pour moi, c'est quand je désigne un objet dont je sens la vie quand il arrive sur le plateau. El, în momentul în care l-ai pus pe scenă, el începe să-și spună povestea, propria poveste. Du moment où il se trouve sur le plateau, il commence à raconter son histoire. Dar, într-un fel, să și amestecă cu jocul actorilor și cu spectacolul propriu-zis, adică en même temps, il se mêle avec le jeu des acteurs. Spațiul pentru mine este pluta meduzei. Este un spațiu, dacă știți, pictura lui Géricault, celebra pictura lui Géricault. L'espace est le radeau de la Méduse de Géricault. Am fost extrem de influențat de această imagine, deși poate o să considerați că nu are nicio legătură cu Ionesco. J'ai été très influencé par cette image, bien que en apparence elle n'ait aucun rapport avec Ionesco. Pentru mine e important să pot să pornesc de la o stare care mă inspiră și care până la urmă posibil să inspire și regizorul. Pour moi, ce qui est important, c'est de partir d'un état qui m'inspire et qui peut-être inspire aussi le metteur en scène. Apropo de această imagine care poate fi o catedrală sau poate fi orice, este, gândiți-vă cam cum sunt compuse picturile lui. În general, suprarealismul este, practic, sunt niște imagini compuse din imagini mai mici realiste, din Donc, à propos de ce que je disais, que ça renvoie à une cathédrale, ça lui permet de rapprocher cette solution des tableaux surréalistes qui sont basés sur le
rassemblage comme ça des éléments réalistes. Cumva am încercat să găsesc un limbaj comun cu cel al textului, J'ai essayé de trouver un langage commun avec le langage du texte, care se susține și care se și contrazice în același timp, qui en même temps, care se deconstruiește. qui en même temps répond au texte et en même temps pense ses distances par rapport au texte. Nu știu ce aș putea să... Este, în general, e foarte greu să vorbesc despre ceea ce fac, dar întotdeauna baza lucrului este textul. Întotdeauna un decor bun este un decor care trăiește, este un decor care are o viață pe parcursul spectacolului. Donc, bon, il dit là les choses que les artistes disent que c'est difficile de parler, tout ça, mais, mais en même temps, ce qui est plus important, c'est de dire qu'un bon décor, c'est un décor qui est en rapport avec le texte, mais qui évolue avec le texte. Și cel mai bine ar fi să nu se observe, dacă se poate. Ça, non? Să nu se observe, ar fi cel mai bine. L'idéal, c'est qu'on ne remarque pas. Voilà, peut-être, Franck, vous qui avez programmé un UNESCO ici, est-ce que ce spectacle confirme vos attentes? Quels sont vos rapports d'artistes à la fois directeurs de théâtre avec ces deux dramaturges dont nous parlons, les dramaturges de l'attente qui sont Beckett et Ionesco? Moi, je pense que de toute façon, l'attente fait partie du théâtre. Quand j'étais petit enfant, j'attendais que les rideaux s'ouvrent et j'attends en fait tout le temps, pendant tout le spectacle. Je me rappelle d'avoir mis en scène à Berlin un Kleist, Robert Giscard, un fragment de Kleist où pendant les 15 premières minutes, personne ne parlait. Il n'y avait que l'attente du grand chef qui était dans l'attente du fond, et cette attente durait 15 minutes. Les spectateurs berlinois ne sont pas gentils. Après 2 minutes, ils commençaient à bouger. Il y avait sur scène des comédiens qui attendaient, qui ne bougeaient pas, mais ils attendaient. Après 2 minutes, ils commençaient à bouger. Après 4 ou 5 minutes, ils commençaient à protester. Après 7 ou 8 minutes, ils commençaient à gueuler. Et après 9 et 10 minutes, ils étaient silencieux. Et pendant 15 minutes, donc les 5 dernières minutes étaient formidables. Ils ne faisaient qu'attendre. Et puis les comédiens commençaient à parler. J'ai lu, malheureusement, dans un journal berlinois, les 15 premières minutes étaient formidables, mais ensuite les comédiens ont commencé à parler. Non, mais à propos de oui, ça, oui. il y a une histoire, parce qu'on parle un peu, il y a une histoire, on peut parler des Russes quand même, parce que tous sont pas petits. Il y avait un grand comique russe, politiquement très très engagé, qui s'appelait Raikin. Raikin, c'était le comique par excellence. Et dans les années 50, je pense, il est mis en prison. Et au bout d'1 an et demi ou 2 ans de prison, il arrive et il donne un nouveau spectacle. Et justement ce que vous dites, c'était extraordinaire. 2000 personnes pour voir Raikin, pour s'amuser, pour oublier le monde. Et Raikin ne dit rien. Et Raikin se tait. Et ça commence exactement ce que vous disiez. Les gens sont assez énervés. Et Raikin lance cette phrase extraordinaire. Maintenant, après 10 minutes, vous bougez, mais vous n'avez rien dit quand j'étais en tôle 2 ans. Ah oui, ça c'est... Non, Georges, vous m'avez posé la question au sujet de ma relation avec Ionesco. Il m'accompagne depuis ma jeunesse. J'ai mis en scène la dernière bande de Beckett. J'ai mis en scène plusieurs petits spectacles de Beckett. J'ai mis en scène Rhinocéros que vous avez vu. Magnifique spectacle. Merci. Non, mais en tout cas, ce sont 2 auteurs qui m'accompagnent, je dirais, jusqu'à la mort. Donc, je trouve, et aujourd'hui, j'ai découvert, grâce à Gabor et aux comédiens à Dragos,
j'ai redécouvert que cet auteur, il est absolument magnifique. On dit ça de toute façon de Beckett. Beckett, je pense, il est incontesté. Mais Ionesco, je pense ce soir, j'ai revu donc Ionesco, il a la même qualité, il est tout à fait différent, mais il a une force, il a une énergie, il a un humour, et surtout, ce qui touche le plus ce soir, c'est pas tellement les chaises qui racontent, d'ailleurs, c'est très beau, une histoire, mais c'est cette solitude et ce couple, en fait, qui vit comme nous essayons tous de vivre tous les jours, et je trouve ça très 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 touchant. Et c'est on rit, mais quand même, en fait, il y a des moments où on voudrait pleurer, parce que je trouve ça très 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 bien. Mais je pense que Oana, elle peut dire, parce qu'elle a été magnifique. Merci, vraiment, merci. Mais si j'étais si magnifique, c'est mieux que je parle pas. J'ai peur de faire des fautes en français. J'assume toutes les fautes du spectacle. Je sais que je fais ce soir, peut-être plus. Mais qu'est-ce que je dois dire? Il faut le dire. Moi, je joue les chaises en Roumanie avec un autre metteur en scène. Georges a vu le spectacle depuis 18 ans. Et je le joue maintenant aussi. Donc, mais c'est vraiment, pour moi, c'était une expérience géniale parce que c'est autrement. C'est vraiment un autre personnage, un autre spectacle. C'est tellement différent et j'ai pris du plaisir de jouer dans ce décor avec Patrick que je trouvais super, avec Gabor, dans votre théâtre. Donc, vite, c'est fait. En fait, ce que je voulais dire, ce sont tout simplement deux comédiens-chefs, n'est-ce pas? D'une certaine manière, je pense que dans le monde du théâtre, il y a des gens qui passent tout le temps d'un événement, qui disparaît. Il y a beaucoup de spectacles aujourd'hui, je disais, qui s'appellent collectifs, qui se réunissent pour raconter une histoire de copains, l'autofiction, comment le père a violé la fille. Toutes les filles ont été violées. Donc, c'est une pulsion sexuelle extrêmement. Mais ces textes-là sont des textes, c'est un peu vulgaire, mais je dirais que ces textes-là sont conçus selon la logique du préservatif, c'est-à-dire usage pour une seule fois. Par contre, les textes comme les chaises sont des textes qui permettent, et pour moi c'est un plaisir du théâtre, voir un peu comment on répond différemment à l'énigme de ce texte. Donc, ce qu'a fait Gabor, c'est différent de ce qu'a fait Félix Alexa, de ce qu'a fait Luc Bondian à Paris. Et peut-être la présence d'un texte triforme nous confronte avec cette dialectique du même et du différent. C'est qu'il y a un effet de reconnaissance, bien entendu, je connais les répliques, tu pouvais être le chef, tout ça, mais en même temps, vous le jouez d'une autre manière, dans un autre espace. Donc le théâtre, je pense, le théâtre dans l'acception peut-être réactionnaire, qui est la mienne, maintenant l'âge me permet de devenir réactionnaire, est fondé sur cette idée d'une pensée critique, mais pas seulement d'une pensée passagère. On fait un truc aujourd'hui, demain il disparaît, etc. Et justement ce soir, je te voyais, j'avais un rapport différent avec toi qu'avec Patrick. Donc lui, je le découvrais. Donc toi, je me souvenais des scènes très précises du spectacle de Bucarest. Donc je ne savais pas que c'est 18 ans. On vieillit tous. Donc, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Est-ce que vous avez des questions
c'est pas une obligation, mais si vous en avez... Oui. J'ai une question. Oui, allez-y. Rapprochez-vous. Déjà, je voulais remercier tous ceux qui ont travaillé pour ce projet, parce qu'il était extraordinaire de retrouver une grande actrice roumaine sur la scène luxembourgeoise, un grand acteur français, parce que ce que j'ai ressenti, j'ai pas vu la différence. J'ai pas vu un acteur roumain ou un acteur français. Et c'est dommage, elle voulait être étrangère. J'avais une question pour Madame Moana Pega. Comment vous avez réussi à avoir sur scène un français parfait? On a des collègues roumains qui, ça a pris des années d'études, des années de pratique pour avoir un français en tant que parfait, en tant que traductrice ou interprète pour les institutions. Je suis un apprenti francophone, mais est-ce que c'est de la répétition du par cœur ou c'est du cœur, c'est de l'amour pour la France, la francophonie? Ça peut être un bon exemple pour nous. Merci. Merci. On l'a frappé. Non. Ça marche? Oui. Ça fonctionne, oui. Merci. Vous avez demandé comment j'ai réussi. La réponse est très, très vite. J'ai pas réussi. non. Mais si je veux répondre vrai, la première fois quand j'ai joué en Roumanie du théâtre, c'était dans la dernière classe du lycée et c'était en français. Donc je parle et j'aime la francophonie, c'est vrai. J'aime cette langue, oui. Merci. Je peux vous répondre parce que la question de l'accent est une question importante au théâtre. Et que j'ai vu un spectacle fait il y a 18 ans, Richard III de Matthias Langhoff, avec un acteur argentin, Martial Di Fonzobo. Et je lui ai dit, Martial, ce qui est génial, c'est que tu as gardé ton accent. Et c'est vrai que c'était assez intéressant de voir un Richard III qui ne faisait pas partie de ce monde, mais pas en le disant. Lui, il venait d'ailleurs, c'était un type, et Martial m'a dit, toi, tu n'as pas perdu non plus, le mien. L'accent, parfois, quand il n'affecte pas la langue, la compréhension, donne une certaine identité à l'acteur. Bon, vous connaissez les célébrissimes Jane Birkin, qui a une oreille musicale, je pense, aussi bonne que la tienne. Mais donc, si elle voulait perdre l'accent, elle l'aurait perdu depuis longtemps. Mais c'est une marque d'identité, c'est un saut, un emblème. On entend la voix de Jane Birkin en parlant à l'anglaise comme ça, tout ça. Donc, parfois, les acteurs, comme les journalistes, vous citiez des journalistes, gardent l'accent comme une marque de fabrique. Quand Erland Josephson a entré, remplacé Michel Piccoli, son fils est devenu d'un autre monde. Oui, et il parle d'un spectacle de Peter Brook, La Cerisée, où il y avait Michel Piccoli qui jouait le rôle du frère Gaëv, qui était bien, mais pas plus. Et moi, je l'ai vu par hasard, ça fait chic. Je l'ai vu à Tokyo avec Erland, et qui était vraiment, qui appartenait à un autre monde. L'accent apporte un élément supplémentaire. Ce qui est extraordinaire, que nous, on travaille et tout le monde boit. Nous, de l'eau. Voilà, de l'eau. Mais est-ce que vous avez d'autres remarques? Une dame. Oui. Bonsoir, monsieur le maire. J'ai une question. Plutôt d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir donné l'occasion de vous voir. Je vous félicite pour votre mariage de 70 ans qui est très bien, ça a fonctionné, on s'y est cru. Ma question, c'est plutôt pour le metteur en scène. Pourquoi la fin? Pourquoi cette fin qui vous laisse dans un brouillard configuré, et pourquoi pas la fin? On a vu pourtant l'eau, mais la fin est différente. Bon, on se permettait
de changer un peu parce que à la fin de la pièce, on ne voit pas les personnages, mais on entend les personnages sauter dans l'eau. Par contre, ce n'est pas eux qui finissent le spectacle, c'est l'orateur qui vient et qui ne réussit pas à parler. Il ne peut pas enchaîner une phrase ou des mots. Il dit seulement « ah, ah, ah ». Et je pense que cette décomposition, comme l'orateur qui est tout le monde attend, les deux l'attendent, il peut assurer les gens, les gens imaginaires, les fantômes, les morts, tout ça, que l'orateur viendra, il viendra. Et à mon avis, ce que on expérience maintenant dans le monde, c'est que c'est pas une fiction déjà. Il y a des métiers qui, dans plusieurs pays, sont où les gens, les hommes, les êtres humains sont remplacés par les robots, par les mécanismes, par les... Il y a des spectacles japonais avec des robots. Il y a des spectacles, il y a des services qui sont totalement... Et je pense que pour moi, dans ce moment-là, c'était l'image le plus près que j'ai peur, que je crois qu'il faut penser à ça. Qu'est-ce que se passe si nous sommes remplacés des machines? Qu'est-ce que se passe maintenant? La technologie, je pense, la plupart du temps, de plus en plus, tous les grands résultats des sciences et des technologies sont utilisés dans les buts inhumains, de destruction, détruire. Oh, je ne crois pas ça, non, ça c'est vraiment... Pas tout, mais... Ça c'est ma femme qui dit ça. Non, non, voilà, je voudrais faire cet équilibre maintenant pour faire plaisir à Monique, qui en a aussi. Mais aussi, je pense pas... Madame l'ambassadrice veut dire quelque chose. C'est que, en fait, on investe inimaginable quantité d'argent et d'énergie pour fabriquer des armements. Et on fait la guerre. Bien sûr que je pense que la question, et je voudrais peut-être, on n'a pas parlé de ce niveau sacré de la pièce, parce que comme chez Beckett, quand les deux... on dit qu'un des deux qui ont été crucifiés avec Jésus a été sauvé. Ici aussi, il y a des niveaux. Par exemple, quand le vieux, comme Patrick, parle de cette histoire qu'il ne veut pas dire, mais là, elle insiste, et comme ça, il commence à dire, avec ses jardins, avec les portes fermées, c'est l'échec d'humanité qui était exilée de paradis, non? C'est comme ça. Mais en fait, je pense que il y a plusieurs inventions techniques qui nous mènent à une dimension de commodité, de confort. Et je pense que ça, c'est des conforts qui remplacent peut-être le pensée. Vous faites allusion à l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, tout ça qui remplace aussi comme le Google
qui nous donne des informations très rapides, mais aussi très superficielles. Donc on est devenu un peu superficiel sur les connaissances en général, je pense. Et je pense que le théâtre, comme je pense un être humain, nous fait ou doit nous faire sortir de ces zones de confort. Moi, j'ai fait un entretien avec Dragos Buhagiar pour la fête mondiale du théâtre, tout ça. Et ce qu'il disait, c'était extrêmement intéressant, c'est qu'il refuse, et le spectacle le confirme, il refuse tous les matériaux directement contemporains, ces matériaux froids, le plastique, et je le comprends parce que c'est un geste de résistance que d'autres contestent. Mais ce soir, j'avais le sentiment que la matière parlait, que ce qu'on voyait sur le plateau, sauf les seaux d'eau, mais pas en plastique, pas plastique. Mais ce que, pour revenir à votre remarque sur l'eau, moi j'ai trouvé très intéressant la présence de l'eau qui entoure l'espace. L'eau qui entoure l'espace, je trouve que c'est une idée scénographique admirable dans la mesure où ils sont dans une île. Le spectacle nous montre qu'ils sont isolés, qu'ils sont sur l'île des morts, parce que c'est des fantômes qui viennent là, et que se jeter à l'eau, c'était pas indispensable. Ça qui ne peut suggérer aussi qu'ils sont les derniers êtres humains, comme chez Beckett, à fin de partie. Oui, ça c'est un bateau, église. În românește. Mi se pare foarte periculos la teatru să explici tot. Adică eu cred că actul artistic se produce prin liber consimțământ al autorului, prin liberă exprimare, dar asta nu vine la pachet cu un dicționar pe care dumneavoastră puteți să-l decodați până la capăt. Oui, je trouve que tout est fondé sur un pacte, mais que cela n'implique pas un mode d'emploi que vous pouvez décoder, déchiffrer jusqu'au bout. Uneori lucrurile țin de un tip de credință cu care noi lucrăm, un tip de niște teme pe care noi artiștii ni le dăm în permanență. Parfois le travail tient à certaines convictions, à certains thèmes qui reviennent chez nous, les artistes, en permanence. Ce e foarte interesant este, mi-ar fi plăcut să întrebați sau să observați ceva în legătură cu acest obiect. Această inteligență artificială, de fapt, este construită din tot ce a aruncat omul. Nu este nimic nou în această inteligență artificială. Dans cette... Moi, j'y parle des choses que je connais pas, mais je traduis. Mais je crois que c'est un peu rudimentaire aussi. Mais que l'intelligence artificielle ne vaut rien, qu'elle n'invente rien et qu'elle est basée sur tout ce que l'homme avait déjà découvert. Ce robot. Ce robot. Oui, pardon. Le robot. Acest robot l-am făcut practic într-o jumătate de zi, plimbându-mă prin gunoaie. Donc ce robot, je l'ai dressé en une demi-journée en me promenant à travers les poubelles. Când m-am trezit în dimineața respectivă, n-aveam nici cea mai vagă idee cum va arăta robotul. Le matin, quand je me suis réveillé, je n'avais aucune idée de l'allure que va avoir le robot. De fapt, asta este frumusețea teatrului. Și asta căutăm să schimbăm viețile trecute
ale unor obiecte. Și să... On essaie, ça c'est la beauté, on essaie de changer les biographies, les vies passées des objets. Inclusiv ale noastre, care se schimbă cu fiecare spectacol. Y compris les nôtres qui changent avec chaque spectacle. Vous voulez dire quelque chose? Alors moi j'avais deux questions, une remarque, une question. D'abord, Courage. Comment? Courage. Voilà. D'abord, la scénographie, j'ai trouvé qu'elle était très impressionnante, vraiment très impressionnante. Je dirais ce que vous avez, je ne sais pas comment le décrire, là, cette espèce de barque. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ah, je ne sais pas, c'est très impressionnant et on se demande où on arrive. Bon. Et puis le robot aussi est impressionnant, alors je ne sais pas si vous l'aviez pas dit, mais moi je n'attendais pas un robot. Mais je voulais vous demander sinon, les pièces de Ionesco qui sont jouées aujourd'hui en France et en Roumanie, quelles sont ces pièces? Est-ce qu'elles sont toutes jouées, enfin les principales, ou est-ce que simplement certaines d'entre elles, vous avez dit les chaises, vous jouez non, madame? Alors, est-ce qu'il y a certaines qui vous paraissent plus importantes que d'autres? Bon, je peux vous dire aussi, c'est que Ionesco, par rapport à Beckett, a traversé un long purgatoire. Il n'a pas été joué très longtemps, pour des raisons diverses, mais depuis un certain temps, surtout grâce à un homme de théâtre de Paris, Emmanuel de Marsigne, qui a relancé Ionesco avec un spectacle qu'il joue comme toi depuis 18 ans. L'acteur est de plus en plus vieux, Béranger, il joue à peine, mais il se souvient du rôle, donc ça va encore. Mais c'est vraiment lié à ça. Finalement, les pièces... Donnez, monsieur. Donnez, monsieur. Vous aussi. Non, il n'y a plus rien, tout est vu. Ah, d'accord. Parce que à l'instant même où vous vouliez offrir, Liana disait non merci. Et moi j'avais envie de dire oui merci. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, lui, il a joué des pièces de Ionesco peu fréquentées. Le nouveau locataire. Jacques ou la Soumission. Rhinocéros. On joue beaucoup. Vous savez, je crois aussi qu'on peut dire, on ne va pas épiloguer, mais qu'on joue beaucoup en fonction des acteurs. En Roumanie, à leur acteur, il y a un grand acteur qui est assez âgé, un grand acteur, comme tout le monde aime, et c'est grâce à lui, ou à cause de lui, les deux, on joue beaucoup le roi Semeur, parce qu'il y a un acteur. Donc la fréquence des pièces dépend du contexte général, mais aussi de ce problème d'acteur. Mais c'est vrai que, parce que la chaise est vide, Marie-France a fait beaucoup de mal à Ionesco en Roumanie, parce qu'elle a décidé que Ionesco n'est pas roumain, et que les Roumains ne devaient pas jouer Ionesco. On s'appelle Ionesco et il n'est pas roumain. Oui, ça c'est... Il y avait une blague. Ah, merci beaucoup. Ça veut dire c'est terminé. Ça veut dire c'est terminé. Parce que... Merci beaucoup. Merci. Il y avait une blague très bonne. Dans les années 30, un journaliste français arrive à Bucarest et on lui dit, on vous présente le président de l'Académie, M. Ionesco. On vous présente l'ambassadeur de Roumanie aux États-Unis, M. Ionesco. Et à la fin, il dit, voilà, on vous présente un jeune étudiant
Monsieur Ionesco. Et le journaliste français dit, comment si jeune est déjà Ionesco? Je voudrais dire que c'est en Roumanie, on a commencé à jouer Ionesco très tôt. Le rhinocéros, c'était dans les années 60, joué avec Ion Lucien dans la mise en scène de Georges. Moi, j'ai découvert Ionesco quand j'étais étudiant à la mise en scène à Bucarest. Et là, j'ai décidé de faire un intégral Ionesco. Je n'ai pas arrivé, mais je continue. Je fais aux États-Unis un spectacle avec Tueur s'engage. Je voudrais faire Le piéton de l'air, pas très souvent joué. J'ai fait La cantatrice chauve 2 fois, une fois à Cluj, dans le théâtre hongrois, qu'on a fait une grande tournée. Après à Paris, à Athénée Louis Jouvet, en 2000. Les 2 spectacles ont été joués 300 fois. Donc c'était... Et grâce à Cantatrice, en fait, on a commencé à travailler à l'étranger aussi, de faire le spectacle de Ionesco. Oui, le nouveau locataire qu'on a fait en Angleterre, c'était dans le même temps que Georges a déménagé d'une maison à autre, dans la même rue, quand même. Mais c'était... Si vous êtes... voilà, je remercie beaucoup Georges Valleux et tous les autres qui ont participé. Je pense qu'on a pu échanger beaucoup... je pense qu'on a échangé beaucoup d'idées, et maintenant on peut boire en dépit des robots, en dépit de je ne sais pas quoi, de l'intelligence artificielle. On a encore assez d'intelligence pour boire du bon vin. Voilà, merci beaucoup et merci à tous les gens. Obrigada.